L'Iran vient de remporter une bataille que personne n'avait vu venir. Pas sur un champ de bataille, pas avec un missile, avec la patience. Donald Trump est arrivé au Moyen-Orient avec l'image d'un négociateur invincible. Il en est reparti avec un accord qui ressemble davantage à une capitulation déguisée qu'à une victoire américaine. Et les chancelleries du monde entier ont parfaitement enregistré ce que cela signifie pour la suite. Le récit officiel, vous le connaissez. Trump a exercé une pression maximale, l'Iran a reculé. Les sanctions ont étranglé l'économie iranienne. La République islamique était au bord de l'effondrement. C'est la version propre, celle que répètent les éditorialistes de Washington à Londres depuis 4 ans. Mais voici la réalité que personne dans les grandes rédactions n'a intérêt à vous formuler clairement. L'Iran n'a pas cédé sur l'essentiel. L'Iran a obtenu que les États-Unis viennent à la table de négociation après des années de pression unilatérale. L'Iran a fait entrer Oman comme médiateur, ce qui a donné une légitimité diplomatique internationale à la République islamique que Washington avait juré de lui refuser. L'Iran a maintenu son programme d'enrichissement en activité pendant toute la durée des négociations. Et la question que tout observateur sérieux doit se poser est la suivante. Qui exactement bénéficie de votre ignorance sur le rapport de force réel qui vient de s'établir entre Téhéran et Washington? Parce que comprendre ce que l'Iran a exactement obtenu dans ce cycle de négociations, c'est comprendre comment une puissance régionale peut imposer ses conditions à la première puissance mondiale sans jamais tirer un coup de feu. Laissez-moi commencer par la donnée la plus dévastatrice, celle qui devrait dominer les débats depuis des semaines, mais que les médias occidentaux ignorent parce qu'elle démantèle entièrement le récit de la campagne de pression maximale qui aurait mis l'Iran à genoux. En mai 2025, au moment où les négociations américano-iraniennes reprenaient sous médiation omanaise, les réserves de pétrole iranien exportées via des circuits parallèles atteignaient un niveau record depuis 2018. Ça veut dire que pendant 7 ans de sanctions présentées comme les plus sévères jamais imposées à un État souverain, l'Iran a développé un réseau de contournement si sophistiqué que la pression économique américaine n'a produit aucun des effets stratégiques annoncés. La conséquence humaine est immédiate et simple. Les sanctions n'ont pas affaibli la capacité de négociation iranienne. Elles ont renforcé la résilience structurelle de l'économie iranienne face aux pressions extérieures. En 2023, l'Iran et l'Arabie saoudite ont normalisé leurs relations diplomatiques sous médiation chinoise, brisant 7 années de rupture complète. En 2024, l'Iran a officiellement rejoint les BRICS, le groupe des grandes économies émergentes, aux côtés de la Russie, de la Chine, de l'Inde et du Brésil. Le yuan chinois représente aujourd'hui une part croissante et significative des transactions commerciales iraniennes, réduisant structurellement la capacité américaine d'infliger une pression financière. L'Iran a enrichi de l'uranium à 60% de pureté, ce qui représente techniquement le seuil juste en dessous du niveau militaire pendant toutes les années de pression maximale américaine. Le réseau de proxys iraniens au Liban, en Irak, au Yémen et en Syrie a continué d'opérer, de se financer et de s'armer malgré les sanctions. Et le contraste est saisissant. En 2018, quand Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Vienne, l'Iran enrichissait à 3,67%. En 2025, quand Trump revient à la table des négociations, l'Iran enrichit à 60%. C'est l'exact inverse de ce que la pression maximale était censée produire. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis appliquent une stratégie de pression économique maximum contre un État souverain et obtiennent l'exact résultat inverse de celui annoncé. En 1979, les sanctions contre l'Iran ont consolidé le régime révolutionnaire en lui fournissant un ennemi extérieur mobilisateur. En 2003, l'invasion de l'Irak a éliminé le principal contrepoids régional à l'influence iranienne, transformant Bagdad en un espace géopolitique où Téhéran a immédiatement étendu son influence.
En 2015, l'accord de Vienne avait précisément pour objectif d'éloigner l'Iran du seuil nucléaire militaire. Quand Trump l'a abandonné en 2018, l'Iran a méthodiquement franchi chaque seuil technique interdit. Et pourtant, personne ne tire la leçon. Imaginez un propriétaire qui veut forcer son locataire à quitter un appartement sans lui donner de préavis légal. Il coupe l'eau chaude, il coupe le chauffage, il refuse de réparer l'ascenseur. Le locataire souffre, c'est certain. Mais pendant ce temps, il apprend à se débrouiller sans eau chaude. Il installe un poêle à bois, il monte les escaliers à pied tous les jours et développe une condition physique irréprochable. Et après 7 ans de cela, le propriétaire frappe à la porte pour négocier. Le locataire ouvre, souriant, et dit simplement « Bienvenue, asseyez-vous, voici mes conditions ». C'est exactement ce que vient de vivre l'administration Trump face à une république islamique que 7 ans de pression économique n'ont pas détruite, mais ont au contraire durablement rendue plus résistante. La structure de l'économie iranienne a muté de manière fondamentale pendant les années de sanctions. La part de l'économie informelle et des circuits parallèles dans le PIB iranien a augmenté de façon significative entre 2018 et 2024. La Chine absorbe aujourd'hui entre 80 et 90% des exportations pétrolières iraniennes, selon plusieurs estimations indépendantes, créant une dépendance économique qui rend les sanctions américaines structurellement moins efficaces. L'Iran a développé ses capacités de production de drones au point d'en devenir un exportateur majeur, générant des revenus militaires hors du circuit pétrolier traditionnel. Les gens qui ont conçu cette stratégie de résilience iranienne ne sont pas stupides. Ils savent exactement ce qu'ils font. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ces analyses arrivent chaque jour sur un conflit qui change toutes les heures. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Voici le coup de grâce, le véritable révélateur de toute cette situation. Trump avait posé une condition centrale pour revenir à la table de négociation. L'Iran devait accepter de ne jamais développer d'armes nucléaires de manière vérifiable et permanente. Ce que les équipes de négociation américaines ont progressivement accepté en pratique, c'est une limitation de l'enrichissement à 3,67% contre un allègement progressif et conditionnel des sanctions. Ce qui signifie que l'Iran conserve l'intégralité de ses capacités centrifuges. Ce qui signifie que l'Iran conserve l'intégralité de son savoir-faire nucléaire accumulé pendant 7 années d'enrichissement à haut niveau. Ce qui signifie que la distance technique entre la position iranienne actuelle et une capacité nucléaire militaire reste mesurable en semaines de décisions politiques, pas en années de développement technologique. Washington a obtenu un engagement sur papier. L'Iran a obtenu la levée progressive de sanctions qui l'étouffaient économiquement, tout en conservant la totalité de la force de dissuasion implicite que représente sa proximité technique avec le seuil nucléaire militaire. C'est une architecture de négociation que Téhéran peut parfaitement renégocier dans 4 ans au prochain cycle politique américain. Mais ce n'est pas encore le pire. Il existe une seconde couche, plus profonde, plus structurelle et franchement plus troublante pour quiconque comprend la géopolitique du Moyen-Orient tel qu'il fonctionne réellement. L'accord de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, qui était l'objectif géopolitique central de l'administration Trump dans la région, dépend d'une condition que Washington ne peut pas imposer, une avancée crédible vers un État palestinien. Or, l'Iran a passé ces 4 années à renforcer sa capacité à faire dérailler exactement ce type d'architecture régionale. Le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen. Ces acteurs qui reçoivent du soutien iranien constituent un réseau de perturbations que même l'accord le plus ambitieux entre Washington, Riyad et Tel Aviv ne peut neutraliser par la seule mécanique diplomatique. L'Iran n'a pas besoin de signer lui-même un accord hostile aux intérêts américains. Il lui suffit de maintenir en activité les forces capables d'empêcher la réalisation des ambitions américaines dans la région. Et cette capacité, contrairement à son programme nucléaire, ne figure dans aucun texte de négociation. Voici maintenant les 5 manifestations concrètes qui montrent comment l'Iran continue de projeter son influence
malgré toutes les pressions. Les Houthis au Yémen ont maintenu leur capacité balistique et leurs attaques contre le trafic maritime en mer Rouge pendant toute la durée des négociations américano-iraniennes, forçant les compagnies maritimes mondiales à rerouter leurs navires autour du cap de Bonne-Espérance, ce qui représente des semaines supplémentaires et des milliards de dollars de surcoût pour le commerce mondial. L'Iran continue de projeter son influence depuis l'intérieur et cela ne figure dans aucune clause de négociation. Le Hezbollah au Liban a traversé la guerre de 2024, dégradé mais non détruit, et ses structures politiques et sociales au Liban restent intactes, garantissant à l'Iran un accès stratégique permanent à la frontière nord d'Israël et à la Méditerranée orientale. L'Iran continue de projeter son influence depuis l'intérieur et aucun accord à Muscat n'y change quoi que ce soit. En Irak, les factions pro-iraniennes au sein du gouvernement ont suffisamment de poids pour compliquer toute tentative américaine de réinstaller une présence militaire significative dans le pays, réduisant structurellement les options militaires américaines dans la région. L'Iran continue de projeter son influence depuis l'intérieur et Washington ne dispose d'aucun levier de négociation sur ce point précis. En Syrie, malgré la chute du régime Assad en décembre 2024, les réseaux de l'influence iranienne dans certaines parties du territoire syrien ne se sont pas évaporés du jour au lendemain et le nouvel équilibre des forces dans ce pays reste en cours de définition. L'Iran continue de projeter son influence depuis l'intérieur, y compris dans les situations de transition que Washington espérait contrôler. Enfin et surtout, la relation sino-iranienne a atteint un niveau de densité économique et stratégique qui garantit à Téhéran un partenaire de premier plan capable d'absorber ses exportations pétrolières, de financer ses infrastructures et de bloquer toute résolution du Conseil de sécurité de l'ONU défavorable à l'Iran. L'Iran ne combat plus seul. Il s'est intégré à une architecture multipolaire qui modifie structurellement le rapport de force avec Washington. Quelque part dans un bâtiment de Téhéran, un conseiller de haut rang dépose une carte sur la table basse devant lui. « Monsieur le ministre, les Américains ont accepté la formulation sur les centrifuges. » Le ministre lève les yeux lentement. « Tel quel ?» Le conseiller hoche la tête. « Tel quel ?» Le ministre se lève, marche jusqu'à la fenêtre qui donne sur les montagnes de l'Alborz. Et Oman a bien documenté sa position comme médiateur légitime dans le compte rendu final. Le conseiller reprend ses notes. C'est confirmé, Washington a accepté. Un silence s'étire dans la pièce. Le ministre se retourne avec un sourire calme. Dites à l'équipe technique de continuer exactement comme prévu. Les accords se lisent dans les clauses écrites. La réalité se lit dans les capacités qui restent en place. Dans une salle de situation à Washington, un conseiller senior déroule une présentation sur un grand écran. Monsieur le conseiller national, selon nos projections, l'Iran sera à moins de 2 semaines du seuil militaire si la décision politique est prise. L'homme qui écoute croise les bras, mais la décision politique ne sera pas prise. L'accord l'interdit. Le conseiller hésite. L'accord interdit l'enrichissement au-delà de 3,67%. Il n'interdit pas le maintien des centrifuges installés, il n'interdit pas le savoir-faire accumulé. Il n'interdit pas la décision de sortir de l'accord dans 60 jours. L'homme se lève brusquement. Alors qu'est-ce qu'on a exactement négocié? Le conseiller pose ses documents et répond à voix très basse. Du temps, monsieur. On a acheté du temps. La question est de savoir qui l'utilise le mieux. Sur un boulevard de Téhéran, un professeur de 40 ans marche avec un ami vers un KFE. Ma femme demande si on va enfin pouvoir acheter une voiture normale. L'autre sourit. Ils ont levé quelques sanctions, pas toutes. Le professeur hausse les épaules. Tu penses que ça change vraiment quelque chose? L'ami s'arrête un instant. Ce qui change, c'est que Trump est venu à Muscat, pas nous. Le professeur réfléchit quelques secondes et le programme nucléaire. L'ami reprend sa marche. Il est exactement où il était avant, peut-être légèrement plus avancé. Les voitures continuent de passer dans la rue. Un scooter double la file. Un vendeur de fruits appelle depuis son étal. La vie continue, indifférente aux communiqués de presse.
Et dans cette indifférence, quelque chose d'essentiel a changé que beaucoup n'ont pas encore nommé. Ce qui se déroule entre l'Iran et les États-Unis n'est pas une crise diplomatique conjoncturelle. C'est le symptôme structurel d'un basculement du pouvoir mondial au XXIe siècle, une puissance hégémonique dont les instruments de pression traditionnels, les sanctions économiques, l'isolement diplomatique et la menace militaire ont perdu une partie significative de leur efficacité face à un acteur qui a su construire des alternatives économiques, développer des alliances de contournement et maintenir sa cohérence stratégique sur plusieurs décennies. L'Iran a compris avant beaucoup d'autres que la résistance à la pression américaine ne se joue pas dans une confrontation directe, mais dans la durée, dans l'intégration aux nouvelles architectures économiques mondiales et dans la multiplication des points d'appui régionaux qui rendent tout règlement unilatéral impossible. C'est le modèle que d'autres observent, notent et étudient. Ce n'est pas seulement la leçon de ce conflit, c'est la leçon que d'autres acteurs dans d'autres contextes appliquent en simultanément. Et voici le chiffre que j'ai gardé pour la fin. Depuis le retrait américain de l'accord de Vienne en 2018 jusqu'aux négociations de 2025, le nombre de centrifuges avancés installés par l'Iran dans ses sites nucléaires a été multiplié par un facteur estimé entre 5 et 8 selon les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une seule phrase pour en mesurer la portée. L'Iran, qui revient à la table de négociation en 2025, est techniquement et structurellement dans une position nucléaire incomparablement plus forte que l'Iran qui en a été chassé en 2018. Ce chiffre est le résumé de tout ce que vous venez d'entendre. Dans 2 ans, si l'accord de 2025 suit la trajectoire de l'accord de 2015, un nouveau cycle de tensions sera en cours, alimenté par les mêmes contradictions fondamentales que rien dans le texte signé ne résout. Dans 5 ans, la question de la normalisation régionale au Moyen-Orient sera tranchée d'une manière ou d'une autre. Et le poids de l'Iran dans cet équilibre dépendra directement de la solidité de ses alliances avec Pékin, Moscou et les capitales du Sud global. Dans 10 ans, la génération qui traverse aujourd'hui en Iran les conséquences économiques des sanctions tout en observant son pays tenir tête à la première puissance mondiale sera la génération qui définira la politique étrangère iranienne pour les décennies suivantes. Et la question que vous devez vous poser maintenant est la suivante. Est-ce qu'une stratégie de pression qui renforce structurellement l'adversaire qu'elle est censée affaiblir, tout en réduisant progressivement la crédibilité de celui qui l'applique, peut encore être sérieusement présentée comme une politique de puissance efficace au XXIe siècle? Le XXIe siècle ne se gagne pas avec la pression maximale. Il se gagne avec la cohérence stratégique, la patience géopolitique et la capacité à construire des alliances qui résistent à chaque cycle électoral. L'Iran a exactement démontré cette capacité pendant 7 ans de sanctions présentées comme insurmontables. Ce moment que nous vivons n'est pas seulement la fin d'un cycle de pression américaine contre l'Iran. C'est le début de la démonstration que la carte de la résistance économique et de l'intégration multipolaire peut produire des résultats que la confrontation directe n'a jamais obtenus et que les puissances qui l'ignorent le comprennent toujours trop tard.